Bonjour à tous qui êtes présents ici à la MGEN ou qui nous suivez depuis les YouTube de l'Humanité et d'Options. Bienvenue pour ces nouvelles rencontres d'options consacrées à nos futures alternatives. Elles se passent pour la première fois exceptionnellement en collaboration avec le journal L'Humanité, dont la rédaction, dont je fais partie, remercie vivement d'ailleurs Options pour cette initiative. Elle se passe donc, la journée qui va suivre se passe et se déroule dans le cadre de la Fête de l'Humanité autrement. Vous savez que cette année, pour cause de Covid, la Fête de l'Huma n'a pas pu se tenir comme d'habitude à la Courneuve. On a fait toute une série, en revanche, d'événements décentralisés, délocalisés, éparpillés sur toute la semaine qui ont pu être suivis par Internet. Ces rencontres en font partie. Cette année, Options a décidé, enfin pour cette édition, Options a décidé de les consacrer aux enjeux environnementaux et sociaux. Comment peut-on combiner l'urgence climatique et l'urgence sociale? Je passe tout de suite la parole à Valérie Concalves, secrétaire générale de l'UGICT-CGT. Je suis allée... Merci. La crise sanitaire inédite liée à la pandémie du coronavirus s'ajoute à présent aux crises sociales, économiques et environnementales. L'épidémie a brutalement agi comme un révélateur. Nos sociétés n'ont jamais été aussi riches et développées technologiquement. Elles se sont pourtant retrouvées totalement démunies face à la crise sanitaire. Cette dernière donne à voir l'échec du mode de développement capitaliste fondé sur l'exploitation des êtres humains et de la nature. Le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, tel qu'étudié par les milieux scientifiques, frappe d'ores et déjà les populations dans le monde entier et fait courir un risque immense à l'humanité entière à court terme, avec de graves menaces sur l'avenir même de l'espèce humaine. Malgré l'accord de Paris adopté en 2015, fixant comme objectif de limiter à 2 degrés, voire 1,5 degré d'ici 2100 la hausse planétaire des températures, les émissions de CO2 repartent à la hausse. Et ce, même avec l'arrêt historique de l'activité économique mondiale due au Covid, alerte l'ONU dans un rapport publié il y a quelques jours. Notre planète est bien partie pour connaître ces 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Il est plus que nécessaire de réagir et d'apporter d'autres réponses. Consciente de ces enjeux, l'UGICT-CGT a fait de la question environnementale une priorité de congrès, considérant que seul l'engagement du syndicalisme pouvait permettre de lier progrès environnement et progrès social. Les ingénieurs cadres des professions intermédiaires sont particulièrement sensibilisés à cette thématique dans leur vie quotidienne, mais bien souvent, malgré leurs responsabilités, leurs qualifications et leur place dans les processus de production, ils et elles n'ont pas les moyens de faire évoluer leur travail et leur entreprise pour limiter son impact environnemental. Leur capacité d'action se limite donc pour l'essentiel au choix de consommation au détriment du sens de leur travail. L'UGICT constate que les questions environnementales sont trop souvent maltraitées par les entreprises dans des logiques de greenwashing ou de culpabilisation des salariés sur l'empreinte environnementale quotidienne de leurs gestes de production. Le marketing des bonnes intentions et les injonctions aux salariés ne font pas une politique de transformation environnementale. Nous pensons au contraire que l'engagement professionnel des salariés est une ressource pour envisager ce développement durable et aider à une transformation de l'outil de production au service du progrès social et environnemental pour sécuriser l'emploi et lui donner tout son sens, en maîtriser son contenu, son organisation et sa finalité. Nous souhaitons donc que les salariés et leurs représentants puissent s'investir dans ces enjeux environnementaux et peser sur les choix et les pratiques de leur entreprise en la matière. Celles et ceux qui travaillent doivent être entendus à partir de ce qu'ils créent. Nous pensons qu'il y a urgence à opérer une rupture avec le modèle économique basé sur les logiques d'austérité et de rentabilité financière pour en construire un autre basé sur le respect de la nature et l'homme, un monde de justice sociale et solidaire. Bâtir une société de demain dans laquelle l'État joue tout son rôle, de relocaliser notre industrie pour retrouver une maîtrise des grands secteurs stratégiques du pays et notre souveraineté économique, avoir des services publics renforcés et une vie démocratique rénovée avec de nouveaux pouvoirs pour tous les salariés. N'est-ce pas à l'État de définir comment sont produites les richesses et comment elles sont redistribuées, de planifier son économie, de fixer des critères sur l'utilisation de l'argent public et sur le rôle des banques? Il est indispensable de lier urgence climatique et urgence sociale avec la création de millions d'emplois. Aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. Pour preuve, le plan de relance du gouvernement n'acte aucune rupture avec l'orientation économique et sociale du monde d'avant.
Alors que la pandémie est venue démontrer les failles qui résultent des politiques de sous-investissement en matière de recherche, la loi pluriannuelle de la recherche actuellement en discussion au Parlement manque d'ambition, puisqu'elle reporte un objectif de 3% d'effort national de recherche que la France s'était fixé en 2010 à atteindre en 2030, voire plus. Nos différentes tables rondes de la journée devraient nous permettre de débattre et d'éclairer sur comment faire concilier enjeux sociaux, environnementaux et économiques, quel modèle de développement soutenable pour la planète, comment transformer notre outil de production, comment gagner concrètement des transformations en dehors du greenwashing et des grands discours sans lendemain. Je nous souhaite donc de bons et fructueux travaux. Je vous remercie. Merci Valérie. Tu le disais, donc, une des questions qui se pose, la crise qui vient de se passer a démontré toutes les failles d'un système marchand, économique, social, qui nous pousse dans le mur. Comment on en sort? Comment on construit un futur qui concilie les enjeux économiques, sociaux et environnementaux? C'est le débat qu'on va tout de suite avoir à présent. À mes côtés, Hervé Letreut, climatologue, vous avez participé, vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous avez participé à la rédaction de nombreux rapports du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Aurélie Trouvé, vous êtes porte-parole d'Attaque. Véronique Martin, vous êtes secrétaire confédérale chargée des questions environnementales et climatiques. On démarre. Alors, je reprécise à la fois pour vous qui êtes dans la salle et puis pour ceux qui nous suivent par YouTube que vous pouvez intervenir dans cette discussion, poser des questions, faire des remarques via le groupe WhatsApp de ces rencontres. Si vous avez eu l'invitation entre les mains, vous pouvez flasher le code barre qui est à l'arrière de cette invitation et vous aurez directement accès au groupe WhatsApp. Au fur et à mesure de la discussion, on essaiera d'intégrer au mieux vos remarques. Hervé, on démarre avec vous cet entretien. On a vu que cet été encore, les éléments météorologiques extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, les incendies, enfin leurs effets, les incendies, maintenant les ouragans se sont multipliés. Des chercheurs ont sonné l'alerte à un moment donné de l'été concernant la fonte des glaces de l'Arctique qui aurait atteint son point de non-retour. On voit que le tableau est plutôt des plus noirs. Est-ce qu'on est vraiment... à quelle étape on en est du réchauffement climatique? Est-ce qu'on a vraiment atteint un point de non-retour? Est-ce qu'on a perdu la bataille? Je crois que ça dépend des objectifs que l'on veut se fixer. On est effectivement face à une situation qui est une situation évolutive et qui est une situation évolutive depuis assez longtemps aujourd'hui et qui est irréversible aussi depuis assez longtemps. Les premières anticipations de ce qui pouvait se passer ont été faites sur la base de modèles. Donc on émet des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, on les voit pas, ils sont intransparents, ils font une sorte de bulle autour de la planète Terre qui l'empêche de se refroidir. Et c'est des choses qui ont été calculées dès les années 70 à peu près. Donc à l'époque, c'était émergent comme problème. C'était quelque chose qui était relativement limité en termes d'amplitude. Il a fallu attendre de voir pour croire quand même, pour qu'une grosse partie, dans beaucoup de milieux, accepte le diagnostic de la science, qui était un diagnostic dérangeant, parce que tout ce qui était lié aux problèmes environnementaux à cette époque, c'était surtout effectivement des enjeux qui étaient liés à comment nourrir la planète, des choses assez différentes de ce qu'a apporté cette révélation du fait qu'on émet des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre vont créer une problématique nouvelle et dangereuse pour la planète. Alors, oui, aujourd'hui, on est en train de suivre une trajectoire qui, finalement, ne s'est pas beaucoup éloignée de ce qu'on avait anticipé il y a quelques années. Sauf qu'on a mis, aujourd'hui, beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qu'on crée un phénomène qui est de plus en plus impossible à renverser. Parce que ces gaz se stockent dans l'atmosphère. Donc, quand on met le CO2, par exemple, on parle d'un temps de demi-vie, c'est-à-dire que le CO2 qu'on met à un moment donné dans l'atmosphère reste pour moitié, est encore présent pour moitié au bout de 100 ans.
Donc j'ai un père qui vient d'avoir 90 ans. Là, le CO2 qui était émis le jour de sa naissance est pour plus de la moitié encore actif, présent. Alors c'est une simplification un peu, ce n'est pas les mêmes molécules, mais c'est les ordres de grandeur auxquels on est confronté. Donc il n'y a pas moyen d'effacer ce qui se passe. Aujourd'hui, depuis l'accord depuis le sommet de la Terre de Rio jusqu'à maintenant, il y a plus de 30 ans, ces 30 années-là ont été des années où on a continué d'émettre des gaz à effet de serre de manière croissante. Dans les années 60, on émettait 10 milliards de tonnes de CO2. Aujourd'hui, on en émet 14 milliards. Pas 14, 40 milliards. 40 milliards. Donc en fait, on est sur une accélération des choses. Et c'est vrai que l'accord de Paris a mis des règles, et ces règles ne sont pas respectées. Aujourd'hui, il n'y a pas d'effort suffisant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je crois qu'on n'est pas sur... Le point de non-retour, il est constant. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose... C'est qu'effectivement, on est face à une situation qu'on n'a jamais su enrayer. On a fait une alerte claire sur les problèmes. Elle a été acceptée par beaucoup d'infrastructures. On a créé la conférence cadre, l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on a créé les COP, on a créé une mobilisation quand même qui s'est fortement renforcée au fil des années. Mais on est dans une difficulté qui est qu'en fait les gaz à effet de serre, ils restent longtemps dans l'atmosphère, ils se mélangent, ils viennent de partout. Donc aujourd'hui, ici, on a au-dessus de nos têtes des gaz à effet de serre qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis. Donc c'est une situation qui est pas facile à prendre en compte. Je crois que ce qui est important, c'est de voir que le champ des possibles est en train de changer. Le champ des possibles, il y a quelques années, on pensait qu'effectivement on était face à un problème qui était un problème scientifique, au sens des sciences dures, qu'on pouvait le résoudre sous cette forme-là avec des méthodes un petit peu simples. Aujourd'hui, on est face à un problème qui est un problème scientifique, des sciences dures, qui est un problème lié à la biodiversité, qui est un problème lié à la société. Pourquoi ? Parce que simplement, on a atteint des niveaux qui sont irréversibles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement ? Il faudrait, d'ici 2050, avoir atteint la neutralité carbone. La neutralité carbone, comme on ne sait pas vraiment pour le moment créer de puits de carbone important, ça veut dire zéro émission, par exemple, de CO2. Zéro émission de CO2 en 2050, à l'échelle mondiale, ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, en un peu moins de 30 ans, on n'aura plus de voitures, on n'aura plus d'utilisation. Donc le champ dans lequel on peut choisir ce que l'on fait, c'est restreint, beaucoup. Et je pense qu'effectivement, ça pose un problème vis-à-vis des autres contraintes, les contraintes sociales, les contraintes... On est obligé d'arbitrer aujourd'hui. On ne peut pas tout faire à la fois. Et donc je crois que c'est vraiment cette réflexion-là qu'on a du mal à avoir aujourd'hui. Comment, dans un système qui a évolué à un niveau où on ne peut plus tout faire, et on peut essayer, on peut dire, mais la parole ne suffira pas. Face à un système où on ne peut plus tout faire, comment est-ce qu'on arbitre les choses ? Donc je crois qu'après, quelle est la situation ? C'est une situation évolutive. On est dans une situation où le réchauffement va croître aujourd'hui. Pour le moment, on n'est pas en situation de l'arrêter, effectivement. Et ce qu'on voit chaque année, qui est un petit peu plus grave, va continuer à être un peu plus grave chaque année. Les 20 prochaines années sont écrites par les gaz à effet de serre qu'on a déjà émis. Donc, on a encore des possibilités d'empêcher l'emballement climatique. Voilà, et la difficulté d'atteindre les 1,5 degrés, vous vous souvenez que c'est un de ces objectifs qui est fixé par l'accord de Paris, contenir les émissions de gaz à effet, enfin le réchauffement à moins de 2 degrés, si possible à 1,5 degré, parce qu'on sait qu'au-delà, les impacts sur toute une série de régions du monde et de sociétés vont être très fortes. Est-ce qu'il nous reste quand même une possibilité d'empêcher qu'on aille bien au-delà ? Je pense que c'est très difficile d'imaginer aujourd'hui qu'on va effectivement tenir sans une mutation considérable qui sera nécessairement sociale, qui aura nécessairement un coût qui ira au-delà des problèmes strictement climatiques.
parce que ça représente quelque chose d'énorme, d'imaginer que toutes les ressorts, en moins de 30 ans, tous les ressorts sur lesquels on vit à l'échelle planétaire puissent être modifiés de cette manière-là. Ça, c'est pour tenir 1,5 degré. Et pour tenir 2 degrés, on a un peu plus de temps devant nous. Mais ça reste aussi très, très difficile. Donc je crois qu'il faut se poser la question, effectivement, fortement, à quoi on tient. Alors, c'est très difficile parce que la pire des choses, ce serait de se désarmer, en fait, de dire, voilà, c'est difficile, donc on abandonne. C'est aussi, les deux, il faut les lier très fortement. Comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais comment concevoir une manière de vivre, malgré tout, dans une situation qui est celle qui existe. On doit se protéger de ce qui va se produire dans les années qui viennent. On va poursuivre sur justement ces arbitrages qui vont devoir être faits. Véronique Martin, avant ça, cette crise, on l'a dit, elle a fragilisé toutes nos institutions. Les hôpitaux se sont retrouvés débordés, les services publics parfois en mal de répondre complètement aux besoins de la population. Qu'est-ce qu'elle révèle et de quoi elle est le fruit précisément, cette crise au final ? Mais oui, effectivement, enfin, cette crise, et Valérie l'a dit dans son propos introductif à cette journée, elle a vraiment démontré l'échec du modèle capitaliste qui est principalement basé sur l'exploitation de l'humain et de la planète. Et effectivement, quand on prend le secteur de la santé dans sa globalité, les personnels sont en lutte quand même depuis plusieurs mois pour exiger non seulement des revalorisations salariales, puisque les personnels de santé en France font partie des moins bien payés et ont des salaires parmi les plus bas d'Europe, mais aussi et surtout ils exigent des moyens pour pouvoir travailler correctement et notamment des moyens, notamment par la création de postes supplémentaires. Et au niveau de la CGT, on estime qu'il faudrait, dans le secteur de la santé, EHPAD compris, hôpitaux, enfin tout le secteur de la santé, il nous faudrait 300 000 embauches pour pouvoir assurer correctement les besoins du secteur et que les gens soient pris en charge et soignés correctement. Et là, on est quand même très loin de ce qui ressort du fameux Ségur de la santé avec l'annonce de 15 000 embauches. Donc, mais au-delà des embauches, c'est avant tout un changement complet de paradigme en termes de gestion de la santé dans le pays. Il faut que on revienne sur les différents plans qui ont été présentés par les gouvernements successifs et qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, chaque établissement hospitalier soit considéré comme une entreprise avec une obligation d'équilibre financier, ce qui fait que pour équilibrer financièrement, on ferme les services les moins rentables, on fusionne avec d'autres structures et au final, on contraint une grande majorité de la population à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir se soigner. Et bien souvent, ces kilomètres-là, ils les font avec leur voiture personnelle, puisque les transports collectifs, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc, on a vraiment, je disais qu'on a vraiment besoin d'un changement radical de politique en matière de santé et que la santé ne soit plus considérée comme un produit marchand, mais comme un véritable service public au service de la population et de la nation. Et ce qui est aujourd'hui applicable à la santé, il est applicable à l'ensemble des services publics. Et on a pu voir dans la dernière période, aujourd'hui, tous les services publics sont soumis aux mêmes pressions de rentabilité, de productivité, d'équilibre, sans se soucier de la réponse aux besoins des populations. Et ce qu'a révélé aussi la crise sanitaire et la crise sociale à
à laquelle on est confronté, c'est qu'on a vu toutes les conséquences des délocalisations qui sont opérées ces dernières années, la désindustrialisation du pays, plus particulièrement l'industrie pharmaceutique. Alors, je ne vais pas trop développer sur le sujet, puisque ça va être abordé dans une autre table ronde, mais deux éléments chiffrés. Aujourd'hui, 40% des médicaments qui sont vendus en Europe, 80% des principes actifs qui sont utilisés dans les médicaments sont fabriqués hors d'Europe. Alors, je ne m'appelle même pas si on prend le pourcentage au niveau de la France. Mais certains emblématiques, le Doliprane, on a vu qu'à un moment donné, on a failli manquer de Doliprane, un des médicaments. Mais oui, parce que le principe actif, principalement, ils sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc, quand on ferme les frontières, évidemment, on a une problématique d'approvisionnement derrière. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines. Le sujet des masques pendant la crise sanitaire, qui était un véritable scandale. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2018, en France, on avait une usine, Honeywell, en Bretagne, qui fabriquait plus de 200 millions de masques par an. Sauf que pour des questions de rentabilité, le groupe propriétaire de cette usine a fermé l'usine, a transféré la fabrication en Tunisie, et alors que si l'usine était restée ouverte, une fabrication à 200 millions de masques par an, je pense qu'on n'aurait pas été autant en pénurie qu'on l'a été durant cette crise sanitaire. On a aussi un exemple, alors on le met beaucoup en exergue au niveau de la CGT, mais parce qu'il est très criant. L'usine Luxfer à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme, qui est fermée depuis 1 an, c'est une usine qui fabrique des réservoirs qui sont notamment utilisés pour les bouteilles d'oxygène à usage médical. Cette usine a fermé au printemps 2019. C'était la dernière usine de fabrication de ce type en Europe. Et donc, nous, on bataille depuis 1 an pour gagner sa réouverture. Ce matin, j'ai écouté un entretien sur France Inter avec un directeur de laboratoire, et la journaliste l'interrogeait en disant « Mais comment ça se fait les queues devant les laboratoires, comment ça se fait qu'il faut attendre 7, 8, 10 jours pour avoir les résultats des analyses. Est-ce que vous manquez de tests? Est-ce que vous manquez de produits réactifs Et le directeur du laboratoire, il a dit non, les tests on en a, les produits réactifs on en a, ce qui nous manque c'est les machines pour analyser et pour faire tourner Et il dit, mais la problématique c'est que ces machines-là, on n'en fabrique pas en France. Il faut aller les commander en Allemagne, aux États-Unis ou en Asie. Et comme tout le monde a besoin de machines pour assurer les résultats, ils ont énormément de difficultés à se procurer ces machines. Donc effectivement, la crise sanitaire a été le révélateur des politiques d'austérité qui sont en place depuis des dizaines d'années. Et dans la CGT, on pense que si la France avait conservé la maîtrise de sa production industrielle, pharmaceutique et autres, et donc si on n'avait pas dépendu systématiquement de pays étrangers, notamment pour des productions qui sont somme toute essentielles à la vie du pays, il y a fort à parier que la gestion de la crise et l'incidence de la crise sanitaire auraient été beaucoup moins important que ce qu'il l'a été. Merci. Aurélie Trouvé, ça fait longtemps, des années qu'Attaque bataille pour changer le système, pas le climat. C'est toujours un de vos mots d'ordre phares. En quoi la crise qu'on est en train de traverser met-elle en évidence les liens qui existent justement entre les pressions qui sont exercées par le système sur les hommes et sur les femmes et celles qui sont exercées sur la nature et ce lien justement entre système et climat? En fait, je pense que comme beaucoup d'autres organisations syndicales, associatives, la réaction qu'on a eue face à cette crise, c'est effectivement de montrer que ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise sociale, économique, c'est surtout une crise du système. C'est-à-dire que ce système capitaliste, dans ses composantes à la fois néolibérales et productivistes, mais aussi dans les rapports de domination, je vais en reparler, qu'il exacerbe, ce système est en crise. Et la crise sanitaire, en fait, a été
à la fois engendrée, mais surtout aggravée par ce système capitaliste, quoi. C'est tout à fait ce que tu dis. D'abord, alors, bon, je vais passer rapidement là-dessus, parce que je ne suis moi-même pas biologiste ou épidémiologiste, mais il y a eu quand même beaucoup de travaux ces derniers mois qui montrent quand même, en tout cas d'écrits scientifiques, qui montrent le rôle probable, en tout cas, de la déforestation, de la crise de la biodiversité, dans l'apparition et la propagation de ce type de virus. Ça c'est une première chose. Bon. Et puis par ailleurs, les pollutions, hein, les crises de pollution, parce qu'on parle de crise du climat, de crise de la biodiversité, mais il y a aussi une crise de pollution massive des milieux, hein, de l'eau, de l'air, des aliments, des produits qu'on manipule tous les jours. En l'occurrence, là aussi, ça a aggravé la crise sanitaire, ne serait-ce que le fait qu'il y ait des maladies chroniques liées notamment à la pollution, je pense au cancer, aux maladies neurologiques, etc., qui font que les personnes ont été d'autant plus vulnérables vis-à-vis du Covid, de la Covid. Et voilà, il y a par exemple le réseau santé-environnement, hein, qui fait un travail formidable là-dessus et qui montre en quoi ces maladies chroniques ont aggravé la vulnérabilité des personnes par rapport au virus, mais aussi le rôle propagateur, par exemple, des particules fines, hein, liées aux pollutions, qui sont aussi... en tout cas, il y a eu plusieurs écrits scientifiques, hein, qui montrent le rôle probable d'accélération de la propagation du virus par le biais de ces particules. Donc, il y a d'abord une dimension, enfin, il y a vraiment le productivisme est en cause également dans l'aggravation, au moins l'aggravation de cette crise. Tu as parlé aussi du volet, je dirais plutôt néolibéral, au sens où effectivement le manque flagrant de services publics, alors dans les pays dits développés, mais surtout et en particulier dans les pays pauvres, hein, ont évidemment été dramatiques du point de vue de la santé. Alors, tu as parlé des services publics de la santé, de la dépendance, je crois que ça c'est très important, des transports par exemple, puisqu'on voit à quel point le fait d'avoir des services de transport public inadéquats, ou y compris dans un pays comme la France, voilà, fait qu'aujourd'hui, c'est aussi un vecteur de propagation énorme. Puis je voudrais parler aussi de la question de la solidarité internationale. Ça montre aussi à quel point notre système de solidarité internationale, le manque flagrant d'organisation de solidarité internationale effective, amène aussi à laisser certains pays, certaines régions dans une situation également dramatique. Et puis, je dirais, quand on prend la France, le poids des fractures sociales déjà existantes, il y a par exemple des travaux qui sont sortis sur pourquoi le 93, le 9-3 était aussi touché. Bon, c'est lié évidemment à la précarité. Voilà, voilà. Et puis pour finir, je dirais, voilà, alors, tu as parlé aussi de la mondialisation, le fait qu'il y ait des flux hyper tendus de marchandises mondialisées, qui fait qu'on dépend de manière... Par ailleurs, qu'on dépend de manière dramatique, là aussi, vis-à-vis de certains pays pour les produits de première nécessité, mais aussi qu'on est incapable aujourd'hui de planifier et de s'y adapter. Et par ailleurs, je dirais, pour moi, la défaillance extrêmement grave de l'État, et en particulier de l'État, là je parle de l'État français en particulier, quand on voit aujourd'hui, alors pour le coup, moi je l'ai vu voilà, je peux parler de mon expérience en tant que parent d'élève, c'est-à-dire que quand on a un cas contact, quand on a une classe avec un élève qui est cas Covid, il faut, enfin je veux dire, il y a plein de parents n'ont pas pu faire le test. Il faut 7 jours au moins pour avoir le résultat du test. Dans les écoles du 93, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un manque, il n'y a pas de dotation pour le gel, il n'y a pas de savon, ou très peu, trop peu, pas de serviettes. Enfin, on en est là. Donc évidemment qu'on arrive à des situations aujourd'hui qui sont, alors j'espère qu'ils vont apparaître scandaleuse. Et bon, voilà, il faudra voir aussi comment cette colère peut s'exprimer de manière constructive pour aussi remettre en cause ce système. Et je finirai juste sur une idée aussi, c'est la question des rapports de domination exacerbés par ce système capitaliste. Et je pense en particulier aux rapports de domination patriarcale, parce que les femmes ont été en particulier victimes de cette pandémie. D'abord, du point de vue sanitaire, parce qu'elles sont souvent les premières de corvée, parce qu'aussi, au niveau, on a eu une recrudescence des violences sexuelles et sexistes, parce qu'on a eu aussi au sein des foyers
une exacerbation des tâches domestiques, voilà. Et ça a révélé aussi ces rapports de domination patriarcale sans doute davantage. Voilà. Et face à ça, je dirais, un gouvernement qui, plutôt que de vouloir évidemment changer le système, bon, en fait, j'y reviendrai plus tard parce que je vais m'arrêter là, mais est en fait dans une stratégie du choc, c'est-à-dire qu'au contraire, il est parti, de mon point de vue, dans une optique de se saisir de la crise, de profiter de cette crise, entre guillemets, pour approfondir, au contraire, les composantes néolibérales productivistes et les rapports de domination qui sont associés à ce système capitaliste, quoi. Alors, non. Voilà, c'était bon. Mais effectivement, on va y venir à comment on fait face aujourd'hui, comment on reconstruit autrement que ce que cherche à imposer le gouvernement, notamment par son plan de relance. On y viendra, mais j'imagine qu'il ne va pas dans le sens que vous aimeriez imposer. Avant ça, sur les possibilités justement de construction et de co-construction environnementale et sociale. Hervé, je reviens vers vous. Vous le disiez, hein, contenir le réchauffement à 2 degrés ou à 1,5 degré, ça nécessite de réduire drastiquement, ça nécessiterait en tout cas de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, donc de revoir complètement nos modes de production, d'envisager une transition très forte, notamment de notre industrie. Ça peut se faire, et le risque est réel que ça vienne en confrontation avec toute une série d'enjeux sociaux, que ça puisse se faire au détriment de l'emploi. J'ai 2 questions. Premièrement, de façon un peu provo, est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce qui se passe si on dépasse ces 2 degrés, si on ne tient pas ces 2 degrés? Est-ce que tout ça en vaut la peine? Et puis, est-ce que c'est fatal, au final, de mettre que les 2 enjeux soient mis en opposition, en fait, d'avoir à créer un conflit entre emploi et climat? C'est une question très difficile et que la science, moi je me présente ici comme scientifique, et n'est pas vraiment capable d'arbitrer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller au-delà d'une réflexion strictement scientifique si on veut arbitrer ces choses-là. Et jusqu'à présent, moi je connais assez peu de travaux, même en marge de la science, qui a regardé ça avec disons le sérieux qui est nécessaire, parce qu'on est face à des problèmes qui sont des problèmes vraiment difficiles. D'abord, il y a une dimension mondiale du problème climatique. De cette dimension mondiale, on n'y échappe pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gaz sont mélangés. On a des gaz qui restent un siècle dans l'atmosphère et qui sont mélangés en quelques années. Donc on est face à un problème qui a une dimension mondiale. Et on est face à un problème qui a une dimension aussi environnementale qui est réelle, qui se manifeste. Je crois qu'on oublie très fortement aujourd'hui le fait que la planète va nous dire ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a émis des gaz à effet de serre, ils sont là, le réchauffement va continuer, donc on a des sécheresses, on a des problèmes d'agriculture, on a des problèmes, ces problèmes-là, ils sont écrits par les gaz à effet de serre qu'on a déjà émis, et ils le seront encore plus parce qu'on continue d'émettre. Donc il y a peut-être 1 ou 2 décennies devant nous qu'on ne maîtrise pas. Donc je crois qu'il faut essayer de se situer dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, trouver les meilleures manières d'agir. Et c'est effectivement un problème qui dépasse le problème strictement scientifique, au sens où on est ramené à des problèmes de valeur, à des problèmes de qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, des problèmes qui sont là, du coup, strictement politiques et que la science peut essayer d'arbitrer. Mais arbitrer, pas aider à arbitrer. L'arbitrage réel vient au-delà de la science. Donc je pense que c'est une situation qui mérite vraiment une réflexion approfondie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on sépare deux systèmes de réflexion qui sont l'un, comment atténuer les émissions de gaz à effet de serre. On ne parle plus d'ailleurs de supprimer les émissions de gaz à effet de serre, on parle de les atténuer. On les atténue et puis on va essayer de les stabiliser à un certain niveau. Et ce niveau dépend de la vitesse avec laquelle aussi on réduit les émissions. Donc, et à côté de ça, d'avoir des stratégies d'adaptation qui sont souvent mal vues. Et je pense que
Moi, j'ai pas mal travaillé ces dernières années en région Aquitaine pour regarder un peu, parce que c'était une demande de la région, de voir comment les choses pouvaient se produire sur une région donnée. Alors là, la région Aquitaine, moi j'en parle parce que c'est ma région, mais enfin c'est aussi une d'origine. Mais enfin c'est un cas qu'on retrouve partout et de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée dans les zones intertropicales ou dans les zones qui sont plus sensibles. Mais il y a besoin à ce niveau-là de protéger nos actifs de ce qui va se produire. Donc il y a ce besoin de protection. Et si on regarde les choses un peu dans le détail, finalement, ce qui se produit quand on veut s'adapter au changement climatique sur un territoire, ça tient aux problèmes de transport, on en a parlé un peu, de transports locaux, aux problèmes d'habitat, aux problèmes souvent de filières agricoles, et puis à la capacité à générer des énergies qui soient nouvelles, parce que quoi qu'on pense des énergies actuellement décarbonées, il y a des gens qui les aiment plus ou moins, mais en particulier, il y a des débats autour du nucléaire, on le sait, mais elles ne sont pas suffisantes, quoi qu'il arrive. Donc il y a à inventer aussi d'autres formes d'énergie. Mais tout ça, c'est des choses où l'échelle locale se combine un petit peu avec ce qu'on peut faire avec l'échelle plus large, celle plus globale. Et je crois que c'est là-dessus qu'on peut essayer de construire. Donc, localement, on est contraint par ce qui se passe à grande échelle, mais en fait, on a quand même une capacité d'agir sur les deux tableaux, c'est-à-dire de participer à cet effort international, essayer localement de voir ce qu'on peut faire à partir des enjeux qui sont ceux de cette échelle locale, et souvent c'est les mêmes. Souvent c'est les mêmes, ils se rejoignent, et c'est cette capacité à lier ces deux problématiques qui, à mon avis, est clé pour la suite. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour lier la problématique locale avec ce qu'elle implique de protection locale, de vigilance locale, et puis la problématique à grande échelle. Alors, je crois que s'il faut essayer, mais ça demande quelque chose qu'on ne fait pas facilement, c'est de rentrer dans la complexité des choses, de la complexité des détails. Voilà. Donc je crois que c'est là qu'il faut essayer d'agir si on veut essayer de se confronter réellement à ces problématiques-là. Je reviens vers vous, Aurélie et Véronique. En mars dernier, la CGT et Attac publié avec une quinzaine d'autres organisations syndicales, environnementales, associatives, un appel intitulé « Plus jamais ça, construisons le monde d'après ». Vous y appeliez toutes les forces progressistes à construire, à s'engager pour un futur plus social, plus féministe, plus respectueux de l'environnement. Comment, et à faire convergence, en fait, à faire converger toutes ces batailles, toutes ces luttes, à partir de tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Comment on construit très concrètement cette convergence des batailles sociales et environnementales, et du coup comment on arrive à mettre en œuvre un peu tous ces leviers industriels, services, de transport, sur le terrain. Véronique, peut-être pour commencer. Oui, non, mais, effectivement, il y a vraiment les propos d'Hervé Letreux le démontre. Il y a vraiment urgence à opérer une rupture avec les politiques qui ont été menées depuis un certain nombre d'années et à construire un autre modèle de société par des transformations économiques, sociales et environnementales. L'objectif du travail qu'on fait en commun avec un certain nombre d'associations d'ONG, il y a eu effectivement la tribune du mois de mars. Le travail qu'on mène conjointement date pas du mois de mars de cette année. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille et on échange avec les associations, parce qu'on reste persuadés, nous, à la CGT, que
si effectivement on veut avoir une transformation environnementale, il faut y lier les questions, sociales. On ne pourra pas faire des transformations environnementales sans se préoccuper de l'avenir des citoyens, des salariés, des modes de production et de comment on travaille. Donc effectivement, suite à la tribune, les échanges ont perduré. Il y a un document qui est sorti avec 34 propositions qui sont soumises à débat, qui peuvent évoluer, qui peuvent être amendées, qui y compris font débat, nous aussi, dans notre organisation. Parce que quand on parle du nucléaire, du trafic aérien, c'est des sujets qui font débat dans l'organisation, mais parce que ça pose aussi la problématique de qu'est-ce qu'on fait des salariés qui travaillent dans ces secteurs-là. Et on peut pas opposer social et environnement. Donc on a vraiment besoin d'avoir des discussions et de travailler les choses de manière conjointe pour que les transformations se déroulent le mieux possible et qu'on ne se retrouve pas avec des oppositions qui pourraient mettre un frein. Et donc, en parallèle du document, avec les associations et les ONG, la CGT, on a aussi nous sorti un document qui s'appelle « Le progrès social et environnemental, c'est possible et urgent », et qu'un certain nombre de propositions autour du travail sont contenues, sa finalité, notre système de protection sociale, la question de la place de l'industrie, des relocalisations, la question du financement, parce que bien souvent on nous oppose oui, vos propositions elles sont bien, mais comment on fait, il n'y a plus de sous, voilà. Sauf que quand on regarde, quand on creuse un peu, l'argent il y en a, il faut juste l'orienter de bonne manière, quoi. Donc ce qui n'est pas le cas par exemple du plan de relance présenté par le gouvernement, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc je pense que il faut poursuivre. Il faut poursuivre dans ce sens. Aurélie Trouvé. Ouais. Peut-être pour poursuivre ce qui a été dit. D'abord, effectivement, c'est pas nouveau. Enfin, je me souviens d'un congrès il y a plusieurs années, nous avions déjà ce débat-là. Voilà. Donc, c'est pas nouveau ces débats, effectivement. Et puis, je pense aussi au rapport 1 million d'emplois climat que nous avions fait entre syndicats, organisations environnementales et des organisations comme Attac. Mais je pense aussi à tous les mouvements. Manifestations qui nous ont amenés aussi à... le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement climat, le mouvement des retraites. À chaque fois, il y a eu des tentatives de lien entre les questions sociales et environnementales qui nous ont amenés aussi à un moment donné, alors avec Plus Jamais Ça, alors des fois on s'appelle Plus Jamais Ça, jour d'après, urgence sociale, écologique, c'est pas... Mais en tout cas, je crois que le résultat, ça a été de construire un arc de force, de mon point de vue, relativement large, mais qui est quand même sur l'idée d'un changement de système, quoi. Voilà. Et quand je dis large, au point de vue syndical et du point de vue environnemental, c'est le fait à la fois de réunir des grandes organisations syndicales, mais aussi environnementales. Je pense à Greenpeace, France Nature Environnement, ou des mouvements citoyens plus récents comme Alternativa. Voilà. Et donc, quand même, avec des cultures, des approches militantes et des entrées quand même très différentes. Et de mon point de vue, c'est assez inédit d'arriver, par exemple, au plan de sortie de crise, où il y a 34 mesures qui vont assez loin, qui sont très concrètes. Maintenant, j'ai envie de dire, pour moi, c'est juste c'est un début, parce que ça ne peut pas être satisfaisant en l'état. Parce que je pense qu'on a besoin d'ancrer localement dans nos organisations, etc., ces tentatives que l'on réalise d'articuler l'urgence sociale et l'urgence écologique. Raison pour laquelle aujourd'hui on sent le besoin parce qu'il y a une vingtaine de dynamiques locales qui sont créées à périmètres différents, mais on sent le besoin aussi de mettre en débat, et que ce soit approprié dans les luttes et au niveau local, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment l'idée, de mon point de vue, que d'abord, pour peser dans le rapport de force, il faut éviter d'un côté d'avoir, et c'est le risque qu'on a dans les prochaines semaines, d'avoir d'un côté des luttes écologiques type à mort contre l'aérien, etc., et aussi des mobilisations, des manifestations syndicales qui n'intégreraient pas la question environnementale. Et je pense qu'à un moment, les deux sont légitimes, mais qu'à un moment, on a besoin d'être ensemble aussi pour
pour montrer qu'on peut répondre ensemble. Les grands points sur lesquels elles se rejoignent, c'est la défense des services publics, la justice fiscale, l'agriculture. Voilà, il y a quand même toute une série de points et qui sont portés là, dans l'actualité en termes de lutte sociale sur lesquels vous allez vous rejoindre très concrètement dès la rentrée. Là. En fait, ce sur quoi on travaille en ce moment, bon, il y a des experts, des intellos, etc., mais aussi des militants qui connaissent bien tous ces sujets-là, qui travaillent ensemble en ce moment sur l'idée qu'on pourrait créer X millions d'emplois. Alors, je ne peux pas dire combien à l'avance, mais je pense qu'on est parti pour produire un rapport d'ici quelques semaines, X millions d'emplois face à l'urgence qu'on peut créer dans les services publics, qui sont par ailleurs des emplois de qualité, non délocalisables, avec empreinte écologique plus faible, etc., et dans la transition écologique. Et montrer que par ailleurs, alors après, enfin voilà, j'y arrive à ça, évidemment, il y a des désaccords, et on les assume. Voilà, on assume qu'on a aujourd'hui des désaccords, et qu'on doit travailler là-dessus. Et qu'on se donne le temps. Par exemple, sur la question nucléaire. Par exemple, voilà, sur les activités les plus polluantes, type l'aérien et l'automobile, où il va certainement y avoir des plans sociaux massifs. Sur le nucléaire, je passe sur le nucléaire, où il y a un désaccord, effectivement, de vision de développement énergétique. Sur la question automobile, est-ce que c'est un désaccord ou c'est une difficulté à trouver la bonne solution, en fait ou est-ce qu'on n'a pas la solution sur l'automobile, sur comment on fait... comment on transforme ce secteur sans que ça retombe sur les salariés? Je pense qu'on est en train de construire des convergences là-dessus, justement autour de la question de l'emploi, de la reconversion professionnelle, de la sécurité sociale professionnelle, de la garantie d'une formation et d'une reconversion. Mais alors justement, moi, il y a un terme, parce que quand Hervé Leclerc parle de local, international, moi, il y a un terme qu'on s'est approprié tous ensemble, c'est la question de la planification. C'est-à-dire... comment on planifie un changement profond de système de production et de consommation nécessaire aujourd'hui, ça a été dit, face à l'urgence écologique. Comment, face à cette reconversion profonde, on planifie ces changements productifs tout en maintenant un emploi de qualité, en reconvertissant, en formant. Et comment on fait en sorte que ça ne se fasse pas au détriment des travailleurs précaires et que ce ne soit pas une catastrophe sociale. Parce que par ailleurs, je pense qu'on peut avoir une écologie de droite qui précarise, qui soit autoritaire, etc. Voilà. Ou l'on va revenir au plan de relance gouvernemental et à sa place verte. Je me tourne vers Valérie. Je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des questions via WhatsApp. Oui, alors il y a... Une question. Donc, les pays les plus développés ont une responsabilité plus grande de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport aux pays les plus pauvres, qui, eux, ont besoin d'élever leur niveau de vie et donc de consommer plus d'énergie et pas forcément des énergies non polluantes. Donc, est-ce que ça, c'est acceptable ? Parce que, parallèlement, on voit que les États-Unis sortent de l'accord de Paris, les États-Unis, le pays le plus pollueur de la planète. Donc, on a du mal à croire qu'on peut atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc comment, puisque l'accord de Paris en fait, n'est pas contraignant, comment on peut arriver à contraindre en fait, les États à atteindre cette neutralité carbone ? J'ai une autre question aussi par rapport aux services publics, au démantèlement des services publics. Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer la reprise en main des services publics par les salariés eux-mêmes et non plus par l'État ? Voilà. J'ai une autre question aussi. À tout focaliser sur le CO2, ne risque-t-on pas d'occulter d'autres pollutions ? Comment arbitrer entre les différentes pollutions ? Par exemple, le diesel émet moins de CO2 mais des particules fines, et l'électrique pollue avec des batteries au lithium. Voilà. C'est quelques questions. Sur la responsabilité différenciée entre États du Sud et États du Nord, et sur comment on rétablit une justice aussi des efforts climatiques à réaliser, Hervé, Aurélie, Véronique, Hervé en premier. C'est un sujet assez difficile, comme je l'ai dit, ça va au-delà de ce qu'on peut dire strictement en tant que scientifique. Je crois que il y a une dimension que moi j'aimerais souligner quand même, c'est effectivement ce côté des traités qui sont contraignants ou non contraignants. Alors il n'y a pas de gouvernance mondiale de fait, hein,
Et je pense que j'étais dans le groupe de suivi de la COP 21 et je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens, quand même, il y a effectivement ces engagements que prennent les États qui sont insuffisants par rapport aux enjeux qu'on a dit, c'est-à-dire qui ne permettent pas de rester sous les 1,5 et même sous les 2 degrés au jour d'aujourd'hui. Et quelle est la seule force qui peut permettre d'agir? C'est forcément, je pense, celle de l'opinion publique. Et l'opinion publique, ça passe très fortement, et moi je suis enseignant, par effectivement un enseignement de ces enjeux, qui soit un enseignement qui soit beaucoup plus précis et organisé que ce qu'il est aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Je crois que la problématique de comment on enseigne ces choix qui sont compliqués, de quoi ils relèvent, comment on forme des générations de personnes qui seront capables de réagir en tant que personne à des situations dont on ne sait pas ce qu'elles seront dans quelques années, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui n'est pas gagné. Et qui est les pas, programmes, pour le moment... Et c'est vrai partout, je pense que malheureusement dans beaucoup de pays. Et je crois que en France, en tout cas, il y a très peu d'enseignement sur ces problèmes-là. C'est-à-dire que et il suffit de faire des petits sondages à droite à gauche auprès des gens qu'on connaît, qui sont normalement instruits, ils ne comprennent pas bien les enjeux. Donc, quand on a ce niveau quand on a cette situation-là, on se prive en fait d'un des moteurs importants de tout ce qu'on est en train de discuter, qui est effectivement la portée de l'opinion publique. Et c'est-à-dire que voilà, la contrainte, elle pourra venir du niveau d'implication des citoyens et donc de leur niveau d'information et de connaissance du sujet, c'est ça? Là, et de réflexion autonome et de capacité à effectivement à serrer les choses. On n'est plus dans un problème d'alerte. On a beaucoup, nous, fait d'alerte sur ces problèmes climatiques. Je pense que l'alerte, elle est là, elle existe. Et on est un problème de recherche de solutions. Ces recherches de solutions, ça renvoie à ce qui était dit sur comment on fait pour voir... on parle tout le temps de CO2. Ça, c'est je dirais, un des restes de ce discours d'alerte. Mais bien sûr, les problématiques, ça va être avec du méthane, avec du protoxyde d'azote, avec des poussières, enfin des aérosols, avec tout ce qui fait la complexité des évolutions climatiques aujourd'hui. Et ça, il faut se l'approprier, et il faut que ça soit approprié par je pense, une population beaucoup plus large que c'est le cas aujourd'hui. Aurélie, toutes ces questions à France. Je vais justement rebondir là-dessus, parce que moi aussi, j'ai choisi ce métier-là, mais d'enseignement, mais je crois aussi qu'il faut que Voilà, je prends une autre cassette, mais je pense que les scientifiques doivent aussi, et vous le faites très bien, c'est-à-dire rentrer dans le débat public, avec toute leur rigueur, mais rentrer dans le débat public, parce qu'il y a effectivement un rôle d'alerte aujourd'hui sur les évolutions. Et je dirais deuxièmement, sur l'enseignement, ce qui me semble fondamental, en tout cas, moi c'est l'équipe dans laquelle je suis qui le défend, c'est la vision systémique. Et cette vision systémique, elle est exigeante par ailleurs, parce que ça demande d'articuler... des dimensions sur un sujet donné, des dimensions environnementales, sociales, démocratiques, etc. Et voilà, mais c'est ne pas rentrer par le petit bout de la lorgnette dans la compréhension d'un phénomène, mais vraiment l'articuler dans ces différentes dimensions, quoi. Et ça, moi, je reviens sur la question internationale, puisque vous posiez la question, et elle me semble fondamentale. Alors, évidemment, en quelques minutes, ça va être caricatural, mais comment répond-on, quelle responsabilité des uns et des autres entre les pays du Nord, pays du Sud, pollueurs, etc. Je pense que, en tout cas, je vais parler, moi, de ce qu'on défend à Attac, c'est d'abord déjà de faire en sorte de ne pas pousser ou de ne pas exacerber le productivisme et, je dirais, l'extraction, par exemple l'extractivisme, c'est-à-dire l'extraction poussée des énergies fossiles, etc., par un certain nombre d'accords déjà commerciaux, dont on, quand même, vous prenez par exemple l'accord de libre-échange du CETA, entre l'Union européenne et le Canada, on sait à quel point il pose des risques éminents du point de vue du climat, y compris dans le rapport d'experts intergouvernementaux, ça a été pointé. Donc c'est raison pour laquelle nous on s'oppose fondamentalement aux accords de libre-échange. On ne demande même pas de les renégocier. On pense qu'il y a aujourd'hui, dans les fondements même d'augmenter la libéralisation des échanges, ça pose problème du point de vue climatique et plus globalement environnemental. Deuxièmement, donner les moyens déjà aux pays
aux pays du Sud, aux pays pauvres, de pouvoir réagir face à la crise écologique et sociale. C'est pour ça que nous, on défend évidemment l'annulation pure et simple de la dette de ces pays pauvres et de l'ensemble des pays du Sud. Et puis, troisièmement, d'avoir des moyens au moins d'adaptation au changement climatique. Alors je prends la question agricole notamment, mais qui est, par ailleurs qui est une vraie question sociale. C'est là qu'on voit la dimension sociale de la crise climatique, c'est-à-dire que ça attaque avant tout les paysans qui n'ont pas les ressources pour y répondre. Ça attaque en premier lieu ceux qui n'ont pas les ressources pour pouvoir irriguer, qui ne sont pas dans les meilleures conditions de milieu pour pouvoir s'adapter, etc. Bon. Et donc, ça demande de donner des moyens, et donc ça demande une régulation internationale, multilatérale. Moi, je suis dans le mouvement altermondialiste, qui n'est pas évidemment antimondialiste, qui prône au contraire davantage de régulation internationale, mais au profit de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation, ce qui demanderait des moyens au niveau international. C'est pour ça qu'on défend la taxe sur les transactions financières, qui pourrait être un moyen de générer de l'argent mis à disposition, sous conditions évidemment, mais qui ne soient pas les conditions évidemment de plan d'ajustement structurel, mais qui soient des vraies conditions de réponse au changement climatique, aux enjeux climatiques et plus globalement aux enjeux environnementaux et sociaux. Véronique, sur ce sujet. En plus de tout ce qui vient d'être dit et avec lequel je suis foncièrement d'accord, il y a aussi la nécessité d'intégrer et de mettre en place des normes sociales pour que dans les pays les moins développés, on n'assiste pas à un transfert de fabrication des pays développés vers les pays les moins développés, parce que le coût du travail, les coûts de production sont beaucoup moins élevés. Donc ça fait partie aussi des propositions qu'on porte, y compris dans le cadre des instances européennes ou mondiales dans lesquelles on travaille aussi, pour qu'effectivement il y ait aussi des normes sociales qui soient mises en place de manière à ce que dans les pays un peu moins développés, la question des conditions de travail, des conditions de vie soit aussi meilleure. Et je partage aussi le fait qu'il y a, et c'est un peu le sens de la démarche avec les associations et les ONG, c'est que ce débat-là, on puisse l'avoir dans l'opinion publique et que les mentalités, entre guillemets, elles évoluent et qu'on puisse gagner aussi la bataille de l'opinion publique sur ces sujets-là pour enclencher effectivement une rupture et un changement de société. Il y avait une question sur les services publics, je ne l'ai plus complètement en tête. Et la reprise des services publics par les salariés. Allez. Non mais, alors, moi je dirais qu'au-delà, effectivement, il y a besoin aussi que les salariés aient des pouvoirs d'intervention beaucoup plus forts dans les services publics pour aussi, entre guillemets, peser sur les organisations du travail, les localisations. Mais il y a aussi comment on laisse la place... c'est vrai pour tous les salariés, d'ailleurs. C'est dans les services publics comme dans les entreprises privées. Comment on laisse plus de place aux salariés dans les conseils d'administration, comment on donne plus de pouvoir aux instances représentatives du personnel. D'ailleurs, nous, à la CGT, on réclame que, alors avant c'était les CE, maintenant c'est les CSE, mais il y a un droit de veto des salariés dans les CSE sur les différents sujets présentés par le patronat. Et puis au-delà des salariés, c'est comment on donne aussi du poids à la population et aux utilisateurs des services publics de dire ce qu'ils ont envie et de ce dont ils ont besoin. On me fait signe qu'il nous reste 3 minutes. En 3 minutes, j'aimerais bien qu'on revienne... Voilà, c'est très serré, ça, le temps s'est resserré d'un coup. 3 minutes. Qu'on revienne très rapidement sur les perspectives de bataille des prochains jours, des prochaines semaines ou de la prochaine année. Allez, allons... Voilà, le plan gouvernemental est sur la table, il ne va pas du tout dans votre sens. Il reste des marges de manœuvre pour agir. Très concrètement, on parlait de l'engagement scientifique, il y a des luttes sociales sur le terrain, très concrètement, 1 minute chacun. Les prochains rendez-vous, les prochains rendez-vous, voilà, les prochains rendez-vous, les prochaines...
les leviers voilà, d'action. Il y a une qu'on journée apporte d'action hier, le 17 septembre, qui a été une journée d'action, somme toute, assez intéressante. Mais les prochains rendez-vous, on a les journées mondiales Marche pour le climat, 25 et 26 septembre, dans lequel la CGT s'inscrit et appelle les salariés et le monde du travail à participer, parce que voilà, on y lie aussi les questions environnementales, questions d'emploi et de conditions de travail. Et puis voilà, nous, on va aussi mener un certain nombre d'actions dans diverses entreprises, dans divers territoires. Là, me vient en tête ce qui va se passer sur la région Aquitaine, justement, sur le Bordelais et le Limousin, le 6 octobre, autour des transports, des services publics, avec là aussi des associations qui vont aussi s'intégrer. Voilà, on a différentes initiatives comme ça dans la prochaine période, mais si j'ai qu'une minute, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup. Aurélie, pour compléter, il y a aussi des discussions parlementaires sur lesquelles on peut peut-être trouver appui, levier, notamment à l'échelle européenne. Je pense au Green Deal qui est en train de se discuter à l'échelle européenne. Est-ce que ça va nous permettre de saisir quelque chose et d'imposer quelque chose? Le Green Deal, pour moi, c'est un beau vernissage pour l'instant. On n'a rien à gagner dans les discussions. Développer, mais voilà, pour l'instant, y compris dans les discussions très concrètes, par exemple sur la politique agricole commune, pour l'instant, le lien, on ne le voit pas trop. Donc voilà, simplement, voilà, le plan de relance européen, je pense que par ailleurs, il ne faut pas... Il y a plein de problèmes que ça pose. Non, simplement sur les suites, moi je l'ai dit aussi, c'est que dans Plus jamais ça, il y a ce fameux plan de sortie de crise qu'on veut vraiment débattre au niveau local, y compris aller sur des sites comme la Chapelle d'Arblay et d'autres, où on montre aussi qu'il y a des alternatives possibles qui allient, qui font face à la fois à l'urgence écologique et sociale et dont on peut s'inspirer. Évidemment, le 25-26 septembre, qui pour nous est très important, puisqu'on relie, en gros, on se mobilise à la fois pour l'emploi et le climat. Nous, alors, je ne sais pas s'il y aura tous les syndicats avec ça, on verra, mais nous, on a aussi, en tout cas, côté attaque, un certain nombre d'organisations environnementales. On veut se mobiliser, j'espère, avec les organisations syndicales, au moment du Black Friday aussi, et notamment face à Amazon, parce que d'abord, c'est un grand profiteur de la crise, mais aussi c'est un mode de consommation et un mode d'exploitation du travail et de l'environnement que l'on dénonce. Donc j'espère que le 27 novembre, ce sera un moment où de convergence. Et puis côté attaque, évidemment, et je pense plus largement, nous, on sera aussi fortement mobilisés au moment du projet de loi de finances. La question de la fiscalité, on n'en a pas parlé, mais dans Plus jamais ça, c'est là qu'on a, je pense, une vision systémique, c'est qu'on pose aussi la question du financement, évidemment. Et donc, ce qui demande pour nous une révolution fiscale, à l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement depuis le début. Donc, le projet de loi de finances sera aussi, même si ça parle moins au grand public, ça sera aussi une échéance importante. Voilà. Merci. Hervé, vous serez... Alors moi, je serais peut-être répondre dans un mode un peu différent, puisque je suis venu ici comme scientifique. Je crois qu'on a besoin d'inventer aussi une science qui soit vraiment pluridisciplinaire par rapport à ces enjeux-là. Et par rapport à tout ce qui se discute au niveau du Green Deal, je pense que c'est une des espoirs que l'on aura, c'est de pouvoir effectivement, ou pas, mais on verra, avoir des possibilités d'orienter en fait nos travaux scientifiques dans un sens qui permet justement de regarder les problèmes non pas en silo, les uns à côté des autres. On n'a pas parlé par exemple beaucoup de la biodiversité ici, qui était quand même à mon avis un sujet absolument majeur, et d'être capable de les considérer comme un tout, comme un ensemble de choses qu'on doit regarder les unes par rapport aux autres beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. On est obligé de s'arrêter là. On vous remercie d'avoir été présents avec nous. On vous remercie de nous avoir suivis sur Internet, via les chaînes YouTube. Et puis, on vous donne rendez-vous pour les prochains débats de la journée qui vont s'enchaîner. Merci.